Younes Tahar Chaouch de la société Beyond Trust qui va nous parler de la gestion des droits admin, c'est ça? C'est ça, oui. Allez, C'est ça. 30 minutes, Bonjour à c'est tous. parti. Merci d'être là. Effectivement, donc, la session de ce matin va porter sur ce qu'on appelle la gestion, le endpoint management, donc la gestion des privilèges sur les endpoints. Et plus précisément, l'application du principe du moindre privilège. Donc le but étant d'améliorer la sécurité de vos serveurs, de vos endpoints, d'avoir l'adhésion de vos utilisateurs, effectivement avoir l'adhésion de ces utilisateurs, ne pas les frustrer, va avoir comme conséquence d'avoir un environnement plus productif. On va commencer par donner la définition. Qu'est-ce que le principe de moindre privilège? Donc c'est un principe qui existe depuis très longtemps, qui a été utilisé notamment pour la création des différents systèmes d'exploitation, Unix, Windows. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a déjà été mis en place aujourd'hui dans l'ensemble de vos endpoints, l'ensemble de vos serveurs. En fait, c'est le principe qui consiste pour les utilisateurs, pour les processus, à ne donner uniquement les droits requis et nécessaires. Et parfois, pour un laps de temps donné, pour une application donnée, pour une tâche bien particulière, pour effectuer des actions dont elle a besoin de faire. Pas plus, pas moins. C'est être le plus granulaire possible. C'est éviter de donner des droits excessifs. Ce que le moindre privilège ne doit pas être, c'est pas de privilège du tout. Donc imaginez-vous, en tant qu'utilisateur, vous vous connectez sur votre PC, sur votre serveur. Si vous n'êtes pas capable de mener la moindre opération, d'exécuter la moindre tâche, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes frustré, vous quittez la session et vous ne faites absolument rien. D'accord? Donc ne pas confondre liste privilège en anglais, moindre privilège, avec pas de privilège. Alors, il y a une raison derrière, hein, ce n'est pas juste une simple vue d'esprit, ce n'est pas juste un sujet pour faire peur. Derrière, selon les études qui ont été menées en 2018 par Microsoft, par des analystes tels que le Forrester, on s'est rendu compte que plus de 80% des vulnérabilités, des intrusions auraient pu être évitées en gérant ces fameux comptes à privilèges. Lorsqu'un ransomware, lorsqu'un virus va vouloir se propager, va vouloir s'exécuter, la première chose dont il a besoin, c'est d'avoir un compte. Sans compte, il ne peut absolument rien faire. Au mieux, peut-être s'exécuter sur un poste, mais derrière, il ne pourra pas se propager, il ne pourra pas faire des choses plus malveillantes, on va dire. Donc, la tendance va... Alors, c'est très important. Avoir accès à vos droits admin, c'est vraiment les clés du royaume. C'est le Graal. Pour un attaquant, la première chose qu'il va chercher à découvrir, la première chose qu'il va essayer de s'approprier, c'est ce fameux compte admin pour pouvoir faire ce dont il a besoin. Donc la tendance ne va pas en s'améliorant malheureusement. On a vu qu'en 2019, la statistique de Microsoft est passée de 81% à 88%. Une application comme Edge a depuis 6 ans multiplié par 6 les risques de vulnérabilité. Je ne vous parle pas du pack office qui, lui, en 6 ans, a gagné, entre guillemets, en mauvaise sécurité ou alors en détérioration de plus de 121%. Tous ces logos vous parlent? GoSport, Courir, M6. À votre avis, quel est leur point commun? Que s'est-il passé cette année? Je vous le donne en 1000. Elles ont toutes été attaquées par des ransomware en 2019. Donc il faut savoir qu'entre 2019 et 2018, il y a une augmentation de 50% des attaques. D'accord? Vous avez tous entendu parler de Dharma, de Ryuk, hein, si vous suivez un peu la presse de cybersécurité. Ce sont des ransomware qui ont été propagés à grande échelle et qui ont fait énormément de dégâts sur les sociétés. Malheureusement, la plupart de ces attaques n'ont pas pu être, malgré les derniers antivirus, malgré les derniers ransomware et firewall, n'ont pas pu être détectées. Donc il faut penser autrement, il faut aller au-delà. Alors quelle est notre réponse? Nous, Beyond Trust, en tant que
auditeur de logiciels, nous avions mis en place 5 meilleures pratiques pour éviter ce type de menace et pour mieux sécuriser vos endpoints. Alors quand je parle de endpoint, c'est les postes de travail, c'est les serveurs. Alors ça va de Windows, de plus en plus de Mac, plus pourquoi pas, on va le voir par la suite, les devices périphériques tels que les routeurs, les Cisco. Alors la première des choses, c'est gérer les privilèges sur les endpoints. Le défi, c'est trouver cet équilibre entre un utilisateur qui a trop de privilèges. Aujourd'hui, on a tendance à être, entre guillemets, paresseux. Un administrateur, lorsque, même pour exécuter une tâche, va créer un compte système pour faire un backup, par exemple, pour ne pas se compliquer la vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce compte système, il va le mettre dans le groupe admin. D'accord? Se disant, c'est pas trop grave finalement, c'est un compte qui fait du backup, il va pas être néfaste pour moi. Et c'est là le danger. Parce que, comme je le disais, les attaquants vont vouloir récupérer ce compte. Il est anodin, on pense qu'il ne va pas faire de mal, mais les ransomware, les attaquants ont des techniques pour le récupérer, pour pouvoir l'exploiter par la suite. Donc il faut trouver un équilibre entre je donne trop de droits à mes utilisateurs en étant admin et ne pas donner de droits. Donc dans l'extrémité, effectivement, un utilisateur va être complètement non productif s'il est frustré. Comme je le disais tout à l'heure, s'il ne peut pas utiliser ces outils ou alors s'il y a de nouveaux outils qu'il ne peut pas opérer, il va ouvrir des tickets, il va passer son temps à râler et le résultat, ça va être un utilisateur non productif et au pire des cas, il va vouloir quitter la société. D'accord? Donc votre but, c'est de trouver l'équilibre, d'avoir un utilisateur qui va se trouver au milieu, d'être assez flexible, mais pas trop non plus. Alors, quels sont les bénéfices de ce type de projet? Ils sont multiples. La première d'entre elles, c'est si vous souhaitez obtenir une certification, donc une problématique de conformité, bien souvent, ces certifications GDPR, PCI DSS vont vous demander un certain nombre de choses. Et la première de ces choses-là, c'est que faites-vous des comptes à privilèges? Comment vous les gérez? Est-ce qu'il y a de l'audit? Est-ce qu'il y a de la traçabilité? Donc ça, c'est le premier des chapitres à résoudre. Le deuxième, c'est la productivité, effectivement. On a vu, par exemple, que le coût d'un incident est de à peu près 60 €. Donc imaginons, vous avez 10 000 utilisateurs, 5 000 utilisateurs qui, à chaque fois, vont ouvrir un ticket pour pouvoir installer une application, pour pouvoir l'exécuter, pour avoir des droits. Vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, ça devient complètement improductif. En plus, ça va vous coûter de l'argent. Ça va vous surcharger votre helpdesk pour un résultat néfaste pour votre société. Et ça va permettre de réduire les coûts, effectivement. Si le helpdesk ne passe plus son temps à régler des problématiques de gestion de droits, d'installation d'applications, il va pouvoir faire autre chose, améliorer dans d'autres secteurs. Et puis le dernier, évidemment, on l'a vu, c'est vraiment la sécurité. Microsoft, comme je le disais, le Forrester a publié des statistiques qui sont réelles. C'est vraiment là, ce n'est pas juste, comme je le disais, une vue d'esprit, ce n'est pas juste un exercice ou des choses pour faire peur. C'est réel et vous le voyez tous les jours dans la presse, ce qui se passe. Alors le deuxième point, c'est contrôler les applications. Je le disais tout à l'heure que le principe du moins de privilèges a déjà été mis en place dans vos OS, dans vos systèmes d'exploitation. Qu'est-ce qui le détériore? C'est l'interaction avec les environnements, c'est l'ajout d'applications, c'est l'ajout de droits. En général, quand un OS il est installé de vierge, il est entre guillemets sain, parce qu'il est en lecture seule. Il y a déjà des applications conformes à la société dans le post-image qui sont déjà là, qui normalement ne sont pas néfastes ou ne vont pas faire du mal à votre poste. Donc en fait, c'est trouver cette interaction, cette agilité entre je garde entre guillemets mon poste sain et je ne vais pas donner des autorisations qui ne sont pas nécessaires. D'accord? Avoir un système de whitelisting, c'est quelque chose qui n'est pas très facile parce qu'on sait que les environnements sont très changeants. La fréquence de mise à jour d'applications, la fréquence de création de nouvelles applications est assez élevée. Donc essayez d'avoir une base de whitelisting conforme et essayez de travailler avec cette whitelist pour éviter de corrompre vos systèmes. Utilisez des règles d'action.
On va le voir que dans le produit, on a la possibilité, lorsque un process s'exécute, lorsqu'une application s'exécute, de pouvoir faire des actions avant et après, un certain nombre de checks. Ok, c'est une application qui est autorisée à s'exécuter. Quelle DLL doit-elle activer? Sur quel serveur doit-elle s'exécuter? Quel répertoire ou quel fichier doit-elle récupérer sur un répertoire? Donc là, on va pouvoir créer des règles pour justement faire des pré-checks et des après-checks une fois que l'application s'est exécutée. Avoir un blacklisting contextuel. Une application, lorsque je l'exécute à partir d'une clé USB, elle n'a pas lieu d'être. Je ne peux pas. Lorsque je suis connecté en remote sur un serveur, je ne peux pas exécuter une action. Je ne peux pas installer une application. D'accord? Je blacklist en fonction de qui je suis, d'où je me connecte ou à partir de quoi. Donc c'est ça, avoir un contexte. Alors, il arrive parfois, même si une application est trustée, on va le voir dans cet exemple avec l'application Word, somme toute banale, elle peut compromettre votre système parce que votre ransomware ne l'a pas, anti-ransomware par exemple, ne l'a pas détecté. Elle va s'exécuter, elle va lancer ce qu'on appelle un processus FIS. Parce que la plupart du temps, par le phishing, quelqu'un va recevoir un mail. À l'intérieur de ce mail-là, il est vraiment bien fait. On a l'impression qu'il est légitime. La plupart des utilisateurs ne vont pas faire attention. Ils vont l'ouvrir. Il y a une macro à l'intérieur. Ils l'exécutent. Et qu'est-ce qui se passe? Cette macro va faire appel à un autre processus qui est le fameux ransomware et va vous contaminer. Donc là, on va le regarder avec cette vidéo. Donc ici, on a un poste qui n'est pas protégé, un poste qui a tous les antivirus, tous les anti-ransomware. Et il a également une application qui est trustée. Donc il reçoit son mail, il a un document attaché, il va l'ouvrir, il pense que c'est somme toute très banal, où le phishing a été très bien fait. Il va activer sa macro, c'est normal, il fait confiance. Et dès lors, vous allez voir ce qui va se passer. Un autre processus va s'exécuter. Le Word va exécuter un ransomware qui aura pour conséquence de crypter l'ensemble de ces données. Et là, vous n'avez plus le choix. Soit vous décidez de payer parce que c'est des données qui sont critiques pour vous, ou alors vous avez un backup et vous passez des jours et des mois à tout récupérer. Donc là, c'est l'exécution d'une application qui est trustée, d'accord, qui a fait appel à un autre processus et vous vous retrouvez dans une situation comme ça. D'accord? Alors, lorsque notre produit est installé, regardez ce qui va se passer. On utilise une technologie qui s'appelle TAP, Trusted Application. Combien même l'application est autorisée, elle a été admise à s'exécuter, on va regarder ce qu'on appelle le pattern, c'est comment elle s'exécute. Est-ce qu'elle a le droit d'exécuter des process FIS? En l'occurrence, un Word n'a pas vocation à exécuter du shell ou un PowerShell ou autre logiciel de type Java ou Flash, par exemple. D'accord? Donc on va le détecter et lorsque la macro va être exécutée, automatiquement ça va être bloqué. Donc vous voyez? Et ça va être audité également. Donc ce n'est pas uniquement un produit purement de commodité, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai le droit d'installer ou pas, ça va au-delà. Ça va améliorer également votre sécurité. Et ça, c'est des choses qu'un anti-ransomware, un antivirus peut laisser passer. Donc vous venez en complément en fait. Alors la troisième des pratiques, c'est gérer les exceptions. Évidemment, ce ne sont pas des projets faciles parce que la première des choses que vous devez régler, c'est l'adhésion des utilisateurs. C'est la fameuse conduite au changement. Certains utilisateurs, ils sont d'un profil divers, j'allais dire d'obédience divers, hein, pas au sens religieux du terme, quoique parfois, lorsqu'ils utilisent des applications, c'est vraiment religieux chez eux, ils ne veulent pas s'en défaire, ils ont des habitudes, je dois travailler comme ça. Donc comment les ramener un peu dans votre giron, comment essayer de ne pas trop les frustrer, de ne pas trop les forcer et en même temps de leur faire comprendre que c'est vraiment nécessaire. D'accord ? Donc on va passer par ce qu'on appelle une phase d'audit. Donc lorsque le produit est déployé, on va utiliser ce qu'on appelle des templates.
Donc ce sont des templates qui profitent de plus de 20 ans d'expérience. Notre R&D les met à jour régulièrement parce qu'on a une grande connaissance, on a beaucoup de endpoints qui sont déployés de par le monde. Donc on connaît l'ensemble des applications qui sont utilisées. On va mettre ces templates-là. En plus, vous, ce que vous allez venir faire, c'est juste faire ce qu'on appelle un tuning, c'est-à-dire régler les applications qui sont en dehors. Mais en général, quand vous appliquez ce template-là, 80% des problèmes vont être réglés. 80% des applications vont être détectées. Donc on va utiliser ce qu'on appelle la découverte active. Je laisse passer, mais j'audite. Ça va vous permettre de dessiner un profil. Ça va vous permettre de savoir quel est le type d'utilisateur, quel est le type de population. Vous allez distinguer entre un user standard, un administrateur et un développeur. D'accord ? Donc ces fameux profils, ils sont de 3. On dit que c'est high flexible en anglais, donc une haute flexibilité. Celui-là va s'adresser plus à des administrateurs. Lorsqu'il fait quelque chose qui est en dehors de votre politique de sécurité, on va le prompter en disant « Attention, cette application n'est pas autorisée, vous ne pouvez pas l'installer. Sachez que vous pouvez le faire, mais sachez aussi que vous êtes audité. Sachez qu'il y aura un rapport sur ça. » Les développeurs, on va leur appliquer ce qu'on appelle une flexibilité moyenne, medium flexibilité. On va demander une raison. Ok, on va le laisser lancer cette application, on va le laisser l'installer. Par contre, je veux qu'il me donne dans une liste que j'aurais prédéfinie par exemple, ou alors il doit taper la raison pour laquelle il doit installer cette application-là. Donc déjà, rien que ça va les responsabiliser. D'accord ? Ce travail en anglais on dit d'awareness, d'évangélisation, ça va leur donner à réfléchir. D'accord ? Je ne les bloque pas, mais prenez les responsabilités. Et puis pour un utilisateur standard, on va appliquer ce qu'on appelle flexibilité faible. Cet utilisateur n'a pas vocation à installer autre chose que ce qui est autorisé. Et s'il arrive, c'est ça la fameuse gestion des exceptions, s'il a besoin réellement d'installer, on va mettre en place des mécanismes hors ligne qui vont permettre quand même de pouvoir installer cette application via un ticket au support, via un appel au helpdesk. On va le voir par un mécanisme de challenge response qui va être généré par le poste, redonné par l'administrateur et lui permettre de façon ponctuelle, temporaire, d'installer l'application ou alors de la lancer uniquement. C'est ce qu'on appelle une approche ouverte. Donc ça, c'est le fameux Kickstart. Quand vous allez le récupérer, quand vous installez le endpoint, vous allez pouvoir les créer et les activer, les désactiver à volonté et même avoir un mode uniquement audit, à savoir je suis là juste pour apprendre comment mon environnement fonctionne. Donc un exemple, donc ça c'est une vidéo qui va vous montrer comment on va récupérer ce genre d'informations, donc sous quelle forme et comment de façon très facile le rajouter au whitelist. Donc là on va voir l'utilisateur qui va essayer d'installer. Donc là on est dans le cas où c'est un utilisateur standard. Hein. Il va vouloir installer une application de type Spotify ou Dropbox. Évidemment, il n'aura pas le droit de le faire. Et même s'il y a une tentative d'installation qu'il a annulée, on va pouvoir le récupérer. Vous voyez ici, hein, on a l'ensemble des applications qui ont été lancées, une description, le nom du fichier, le code, la ligne de commande qui a été tapée. Donc c'est libre à l'administrateur de récupérer l'application en question. Ici, par exemple, Spotify, de la copier. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la copier. Il va pouvoir la rajouter au fameux profil. Donc là, Low Flexible, donc les applications qui sont autorisées dans la partie Low Flexible. Donc il clique droit et il copie l'application. La prochaine fois, lorsqu'il récupère la politique, cet utilisateur-là pourra exécuter cette application-là. Donc ça peut être lié à un nom de fichier, ça peut être lié à ce qu'on appelle le publisher, donc la signature de l'éditeur. Ce qui fait que s'il y a de nouvelles versions, on ne sera pas impacté, on n'aura pas besoin de mettre à jour cette whitelist. Automatiquement, il va l'autoriser parce qu'elle a un nom de publisher autorisé. Alors une autre façon de faire, c'est le fameux challenge response. Ici, notre système, il est connecté, il est intégré à un ITSM, le plus connu étant ServiceNow. Donc l'utilisateur essaye de l'installer, mais il ne peut pas, ou même de le lancer. Il va ouvrir un ticket en donnant la raison de pourquoi il a besoin de l'installer. Via l'API, le PM va envoyer cette requête à
à ServiceNow avec le challenge code. Donc ce challenge code revu par l'administrateur, il va voir comme quoi, ok, c'est une application qui est autorisée, il va faire un certain nombre de vérifications, il va donner la réponse à l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur reçoit la réponse, donc là c'est le fameux challenge qu'il a créé, il va rentrer cette réponse-là et automatiquement l'application va être installée. Donc là on aurait pu faire autrement, hein. On aurait pu très bien appeler le helpdesk, il se connecte avec un outil de remote support et puis soit il rentre les identités admin du poste ou alors lui-même faire un copier-coller du challenge ou alors lui transmettre par téléphone. Donc voilà, donc vraiment le but c'est de ne pas bloquer l'utilisateur. Alors le quatrième point, c'est de ne pas faire le travail à moitié. C'est être capable de récupérer l'ensemble de vos équipements et de l'installer sur tous les devices, les serveurs. Encore une fois, je reviens sur la partie expérience utilisateur. Comme je le disais, ne pas les brusquer, les faire participer, ne pas envoyer trop de messages, d'accord ? Faire entre guillemets, le strict minimum pour qu'ils soient assez contents de travailler, mais pas leur laisser la liberté de tout faire. Donc là, c'est des messages qui reviennent, donc ne pas les surcharger, ne pas les frustrer, etc. Ah oui, donc le cinquième point qui est très important également, c'est prendre en compte tous les endpoints. Ne pas se contenter de l'installer uniquement sur vos workstations Windows, sur vos serveurs Unix, Mac. Essayez de l'étendre le plus possible, parce que vous n'êtes pas à l'abri. D'accord ? Donc là, les postes de travail, Windows, Mac, les serveurs Unix et Windows, et puis pourquoi pas tout ce qui est périphérie, tout ce qui est routeur, tout ce qui est switch. Dès lors qu'il y a possibilité d'avoir un compte sur un routeur, sur un switch, il y a possibilité qu'un code s'exécute, vous êtes soumis à la menace en fait. Hein. Il est dommage de vous prémunir et de mettre en place toute cette politique, toute stratégie, et puis derrière de négliger ces différents éléments qui vont aboutir à une attaque ou à une menace, d'accord ? Donc si on résume un peu ce que je viens de dire, donc les fameuses 5 pratiques, gérer les droits admin. Aujourd'hui, les utilisateurs, même s'ils ont un profil assez élevé, n'ont plus besoin d'être admin finalement. Mis à part 2-3, l'ensemble de la population doit être, entre guillemets, profilé pour pouvoir déterminer quel est leur rôle dans la société, quelles sont les tâches pour ne leur donner être le plus granulaire possible. D'accord ? Pour s'éviter les menaces et éviter également la perte de productivité. Contrôler les applications, avoir du whitelisting, auditer. Bien souvent, en général, la problématique que nous remontent les clients, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas les applications qui sont installées chez nous. On a un passif, on a un legacy. Il y a beaucoup de développeurs qui viennent, qui nous disent « Oui, j'ai besoin de cette application, on ne sait pas pourquoi. » D'accord ? Donc, auditer, récupérer l'information va vous permettre d'avoir une tendance, va vous permettre de mieux comprendre votre environnement. Gérer les exceptions, les fameux templates qui vont régler 80% des problèmes dès l'installation. Et puis derrière, faire du tuning, essayer de trouver le bon curseur pour pouvoir travailler de façon sécurisée et optimum. Une bonne expérience utilisateur, je reviens encore. Hein. Donc le but vraiment, c'est de ne pas les frustrer, d'avoir leur adhésion. Et puis le dernier point, ne pas négliger les endpoints, ne pas sous-estimer les serveurs, les postes de travail et aller au-delà jusqu'au switch, jusqu'au routeur par exemple. Donc là, cette brique qui s'appelle gestion des privilèges endpoint s'inscrit plus en général dans un projet qui s'appelle PAM. Hein. Pour ceux qui ont déjà eu affaire à ce type de projet, c'est pouvoir gérer l'identité, pas l'identité, mais le compte à privilège de l'utilisateur, la session pour pouvoir le traquer, pour pouvoir lui donner accès à un serveur sensible de façon temporaire avec un workflow d'approbation si besoin. Et cette brique-là s'appelle le list privilège.
Donc voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions ? C'est bon, il m'a vu. C'est parce qu'il est. Bonjour, Bonjour. merci pour votre présentation. J'aurais aimé savoir quel est le gain de temps qu'un service informatique peut espérer grâce à cette solution, parce que souvent ce qui bloque dans les entreprises, c'est les lourdeurs des process et c'est la disponibilité des personnes de l'IT pour faire justement les configurations de moindres privilèges, de communiquer avec les RH parce qu'il a changé de service, etc. Donc quel est le gain en temps homme qu'on peut espérer ? Alors, tout va dépendre de la taille de l'infrastructure, tout va dépendre de comment on appelle ça, de la complexité des process. Mais en règle générale, je dirais en homme-jour, facilement 10 à 20 jours. Très facilement. C'est la tendance qu'on peut voir. Pardon ? Non, sur un mois, par exemple. Ça peut être considérable. Et encore une fois, c'est une moyenne. Ça dépend réellement de la complexité, réellement du nombre d'applications, du nombre de endpoints. D'autres questions? Il nous reste 5 minutes pour prendre vos questions. Pas de questions? Eh bien, je pense qu'on peut applaudir Younes. Merci.